Dernière édition de Métro News pour cette semaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous d'actualité. Voici les titres qui dominent l'actualité de ce 2 mai 2025. Les gangs continuent de terroriser les habitants de certains quartiers de la capitale, encore ce vendredi. Parallèlement de l'Artibonite, le gang de Savien poursuit ses offensives successives à Petite-Rivière, exécutant les membres de la population sans aucune pitié. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé ce vendredi que le département d'État des États-Unis a officiellement désigné Vivre Ensemble et Grand Griffe comme organisation terroriste, un durcissement de la position américaine face aux violences en Haïti, selon le chef de la diplomatie américaine. Également, titre de ce vendredi, la première édition de la Coupe Harry Polycar est prévue ce samedi 3 mai 2025. Il s'agit d'une compétition qui met en valeur l'héritage d'Harry Polycar, reconnu pour avoir introduit les danses de salon en Haïti en 1975. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. On démarre ce journal par un tableau sombre de la situation sécuritaire. Depuis plusieurs jours, les gangs progressent de nouveau dans la capitale et à Savien, multipliant les exécutions sommaires, les tortures et les kidnappings. Les bandits du gang de Savien poursuivent leurs exactions pour la 5e journée consécutive, tuant les membres de la population sans discernement. Face à la fureur des armes, les habitants de la commune la quittent en masse, alors que les citoyens continuent de fustiger la police et plus globalement l'État pour son attentisme. Comme annoncé, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé ce vendredi que le département d'État des États-Unis a officiellement désigné les coalitions criminelles haïtiennes Vivre Ensemble et Grand Griffe comme organisations terroristes étrangères et terroristes mondiaux spécialement désignés. Cette désignation devrait constituer un durcissement de la position américaine face aux violences en Haïti et traduirait, selon Rubio, la fin de l'ère de l'impunité pour ceux qui alimentent l'instabilité dans le pays. Toujours concernant ce dossier, le momentum est favorable à la classification des gangs haïtiens comme groupe terroriste par les États-Unis, explique Pierre-Antoine Louis. Il s'agit d'une décision qui permet de prouver à moindre frais que Washington est déterminé à contribuer à la lutte contre les groupes armés dans le pays. En quoi cette décision pourra-t-il aider? L'ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis est avec nous sur le plateau pour en parler. Maître Pierre-Antoine Louis, bonsoir. Merci pour disponibilité. Bonsoir, docteur Barthelmy. C'est toujours un plaisir pour moi de commenter l'actualité pour Métropole. Désignation par le département d'État de coalition Vivre Ensemble avec Grand Griffe comme organisation terroriste. Qui ça veut dire? Bon, section 219 de la loi relative à l'immigration et la naturalisation des États-Unis autorisait le secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, à travers le bureau du département d'État contre le terrorisme, pour suivre une série d'organisations à travers le monde, comportement, conduite, et qui ça fait, action. Et puis, s'il y a lieu que, par exemple, il y a fait hijacking dans l'avion, il y a fait violence sur le monde, il a enlevé des citoyens, par exemple, des États-Unis, il y a fait une violence quelconque qui c'est des violations aveugles des droits humains. Loi ça bail secrétaire d'État autorisation pour désigner Mounsayo comme des organisations terroristes étrangères, surtout si ça a fait constitue une menace pour la sécurité des États-Unis. Donc c'est ainsi que gangs armés en Haïti, dont 3 chefs de gang, les États-Unis désignés déjà comme étant des gens qui enlevaient des Américains et des citoyens des États-Unis et qu'ils mettent un butin contre eux. Aujourd'hui, il y a un momentum qui existait à travers la désignation de ces groupes comme étant des groupes terroristes étrangers par la République dominicaine. On demande que quelques organisations politiques haïtiennes aient formulé
Et puis, il y a le fait que depuis le 25 avril 2024, le conseil présidentiel de la TV était sous pouvoir. Il y a 300 000 personnes qui étaient déplacées. Je veux dire, il y a 4 fois plus, autour de 1 200 000. Il y a 2 départements qui étaient directement embrasés, c'est-à-dire que gang a contrôlé l'espace dans 2 départements. L'Ouest et l'Artibonite, je veux dire, c'est 3. Il y a plus de monde qui mourent, il y a plus de pillage qui fait d'institutions de l'État, commissariat de police que vous prenez sans eux, vous crasez, personne n'a pas fait rien. Même l'ambassade des États-Unis obligée d'évacuer tout le monde qui pas et tout personnel qui pas essentiel. Donc là, on a une situation comme ça, la loi des États-Unis dit qu'il faut qu'ils déclarent une organisation terroriste étrangère. Nous connaissons que la situation sécuritaire là, il y a quelques temps, bien qu'on soit évoqué que la situation vient de plus en plus empirée. Mais en pile monde a demandé pour qui ça, pourquoi, que maintenant? Désignation ça au fait, pas en fonction de ce qui passe en Haïti nécessairement. Pourvu que ça qui passe en Haïti, le gouvernement des États-Unis d'Amérique pas estimé que il constituait pour lui une menace directe. Et la loi a dit que si vous désignez Mounio comme des organisations terroristes, et puis à un certain point, on dit le gouvernement des États-Unis d'Amérique décidé pour la sécurité, des raisons de sécurité nationale des États-Unis, il faut enlever désignation, il a fait ça. Donc, désignation est pour louer uniquement avec ça qui est dans l'intérêt des États-Unis. Si les États-Unis n'ont pas fait le début aujourd'hui, c'est parce que les États-Unis étaient estimés. Pas de raison pour question d'intérêt national des États-Unis pour faire ça. Je vous dis, ils ont estimé que il y a intérêt pour faire. Et qui s'est intéressé à ça? Bon, premièrement, le 11 novembre 2024, Alex Didier Fils-Aimé a installé comme Premier ministre le groupe terroriste. Ils ont tiré sur 3 avions, une JetBlue, une American Airlines, une Spirit. Et avion prend un projectile, même un personnel à bord qui blessé dans un avion. Depuis l'aéroport a fermé et l'Agence fédérale pour l'administration de l'aviation des États-Unis a décidé, avion qui est immatriculé aux États-Unis, pas de venir là. Et de temps en temps, à 3 reprises, il a prolongé date là, jeudi jusqu'à 12 septembre. Entre-temps, le gouvernement haïtien n'a pas fait rien. Il y a des citoyens des États-Unis d'Amérique qui ont enlevé ici là en Haïti. En pile dans Zam, enfin bon, puis il faut Zami aussi non 100% d'une façon quelconque, sorti des États-Unis d'Amérique, au point où les États-Unis d'Amérique lui-même formaient un groupe de travail, une task force, multi-agence des États-Unis d'Amérique pour essayer de combattre le fléau de trafic illicite de ammunition avec Zam Sao. Aussi, le fait que le groupe terroriste de mèche, ils ont même deal avec des cartels de drogue de la Colombie, peut-être même du Mexique, parce que les Haïtiens pas réellement consommer de drogue, enfin nous pas bon faire ça, et puis il faut drogue ça aussi aux États-Unis aller, sinon toute drogue. Donc les États-Unis estimaient que assez c'est assez, il y a un momentum politique qui est établi, il y a le fait que Bagala a empiré. Côté que à 700 000 nautiques de Miami, où il y a un gros problème ça, dans l'arrière-cour des États-Unis, il y a une mission multinationale d'appui à la sécurité, il n'a pas réglé rien, il est dépassé par les événements, la situation va s'empirer en Haïti, il y a une urgence humanitaire, les États-Unis n'ont pas l'estomac pour le faire rien, seul ça le fait, comme le 20 février 2025, le président Trump a déclaré 8 organisations dans l'hémisphère là comme étant des groupes terroristes, des organisations terroristes internationales, notamment des 7 cartels de drogue mexicains, et Tren de Aragua qui c'est un gang terroriste vénézuélien, et puis Mara Savul Traka qui c'est Savul Traka, qui c'est un groupe terroriste salvadorien. Donc, conditions existent aujourd'hui au niveau politique surtout, pour les États-Unis, fait ça le faire. Ça n'a pas réellement gagné pour louer avec
quelconque velléité les États-Unis ont gagné pour venir en Haïti pour stopper ça. Alors justement, nous avons parlé de ça. Est-ce qu'à travers désignation ça, nous sommes capables d'attendre une possible intervention des États-Unis directement pour résolution crise sécuritaire là, notamment? Bon, on nous dit que dans le réel de ce qui est possible, on t'a qu'à imaginer que la situation est tellement grave, en ce sens que l'y constitue une menace pour la sécurité des États-Unis, ok? Rien à voir avec Haïti en ce sens. Oui, toujours les États-Unis. Surtout avec le président Trump. On va comprendre que pour le président Trump, si Bagal n'a pas affecté les États-Unis directement, ou bien ou alliés des États-Unis comme Israël, dans le cas des Houthis en Yémen, en mer Rouge, pour faire des frappes contre les Houthis, si vous ne pas arriver dans ce niveau, ça ne va pas intéresser les États-Unis. Et je ne sais pas quoi que conditions réunies pour que ça t'a fait pour Haïti. Donc, son décision, on dit politique, qui vient pour louer avec des considérations politiques des États-Unis, des considérations politico-sécuritaires, qui a des incidences, des conséquences en Haïti, mais ce n'est pas réellement avec un regard que les États-Unis gagnent pour ça qu'a fait en Haïti à stopper. C'est-à-dire dans le sens réel. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Bon, nous voyons que l'État haïtien n'a pas disposé de moyens, de forces de sécurité adéquates pour le faire. Nous voyons que les États-Unis étaient contre un appui depuis Biden quitté le pouvoir, ça a campé. Nous voyons que les missions multinationales d'appui à la sécurité, aujourd'hui, les États-Unis disent qu'ils supportent non seulement, dans la déclaration seulement, pas grand cap fait. Donc, possibilité pour les États-Unis d'intervenir, presque nul. OK? Mais bon. Tout bagage possible capable de dire dans le monde là. Maintenant, quand il y a un essai de regarder le comportement que l'autorité haïtienne, notamment le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement, a dû gagner par rapport à ça avec ça. Est-ce que il y a une démarche que l'autorité haïtienne est capable de faire pour essayer et joindre le plus vite possible en issue par rapport à ça avec désignation ça notamment? Effectivement. Ça qui est plus important qui pour arriver, ça qui est plus bon, c'est que les gens qui dirigent Haïti comprendre que première responsabilité, c'est établir la sécurité dans le pays. Protéger le territoire là, les gens qui vivent là-dedans, vivent avec bien. C'est l'idéal. Mais nous voyons que pour le moment, ce n'est pas ça qu'a fait. Donc, les gens aujourd'hui sont dans une situation qui est extrêmement difficile. Difficile parce que, premièrement, on a un aéroport international de Port-au-Prince, qui est le principal aéroport du pays, qui ferme à cause de menaces terroristes. Il est difficile pour messieurs et dames d'accepter que Haïti est un terroriste là-dedans. Pour qui ça la pose si difficile? Parce que la situation économique Haïti est encore plus difficile. On va comprendre que si je dis à la compagnie aérienne ne pas venir Port-au-Prince, qu'on a dit un terroriste, ou pas fait rien pour sécurité retourner, moun a plus réticent pour retourner. Compagnie assurance pral dit bon ouais, mais ouais moun sa c'est terroriste. L'État haïtien n'a pas aucune capacité pour stopper ça. Nous pas assurer aucun avion qu'on voit dans le pays ça. Donc, si on va voler en Haïti, on va faire opération aérienne en Haïti, excusez-moi, à l'aéroport international de Port-au-Prince, son principal. Mais est-ce que fait ou pas déjà ça? Est-ce que c'est tout simplement Dylan qui pourrait changer la situation? Puisque les gens regardent des situations, c'est fait que situation, l'Isali là. L'on admet ou dit oui, il y a un terroriste là quand même, officialiser, il y a des conséquences juridiques, il y a des conséquences économiques. Il y a des conséquences sur tout ce qu'on fait, d'autant plus que désignation, ça signifie pour les États-Unis. Aucun citoyen des États-Unis d'Amérique n'a pas de rien pour avec Mounsa, ni de près ni de loin. On ne peut pas faire transaction l'argent avec eux, on ne peut pas faire un verre de l'eau. L'eau de Mounsa, c'est courir pour courir, aller quoi. Et l'autre monde qui t'a voulu de mèche avec Mounsa, s'ouvre les aux États-Unis, s'ouvre les rien pour avec les États-Unis, s'ouvre le système bancaire l'a crasé. Elle fait aucune transaction avec Mounsa, ou mettez tout ça en jeu. Donc, non, une situation côté l'État haïtien affaibli et de façon exponentielle ou encore chaque jour, situation l'État haïtien vient plus mal, gang yo prend plus terrain, yo te contrôle 2 départements qu'on a contrôlé 3. Donc, si autorité haïtienne yo ta ba impression, même impression ou bien un monde qui fait les affaires que ou de mèche avec Mounsa, les États-Unis ont fait en sorte que vous ne pas rentrer aux États-Unis, que
banque américaine pas rien pour avoir. Donc déclaration ça en ce sens capable d'empirer la situation en Haïti et voir pour les gens qui gouvernent Haïti, ils viennent admettre que nous sommes terroristes. Donc, c'est une situation extrêmement difficile parce que messieurs, dames, ils ont quitté la situation pour une mais je dis, ils ont hypothéqué la situation tout le monde dans le pays. Et, vous capable même dire, vous imaginez un chef de gang qui est là, il dit qu'il y a deux choix, soit mourir, soit mal en prison. Et il y a déjà dit, M. Krele Barbecue, il a déjà dit, lui-même, il a quelques balles réservées si il a arrêté pour tout tête. Donc, les gens qui sont dans cette situation, c'est les gens qui sont normalement totalement désespérés et qui ont monté la violence de quelques crans de plus parce qu'ils ont senti acculés, parce que dans la tête, ils ont dit, bon, je ne vais pas le faire, arrêter, je vais le mener aux États-Unis. Et vous avez remarqué, un seul monde les États-Unis qui ont c'est M. Krele qui était dans le bagage, les 400 marozo, les bagages ça. Et M. ça, il est en prison aux États-Unis. Donc, il est possible que vous preniez M. ça, par exemple, vous voyez dans le centre de détention antiterroriste là, et El Salvador. Donc, next action en Haïti, il est capable de goumer plus farouchement, parce que le pensait que tellement acculé que vous pouvez le mettre en prison aux États-Unis. Et puis, ouais, il face à un État qui est extrêmement faible. Donc, déclaration ça, loin d'améliorer la situation en Haïti. Il est capable plutôt de mettre l'huile sur du feu. Sur du feu, tout autant que l'intention des États-Unis, c'est pas venir aider Haïti pour résoudre le problème. Non. Alors, comme dernière question, Maître Pierre-Antoine, oui, puisque nous connaissons que gagner de trafic, notamment trafic d'armes, de munitions, qui a fait des États-Unis pour arriver en Haïti. Puisque les États-Unis pour aller dans ça, bon, les désigner groupe Sahel comme groupe terroriste, est-ce que bon côté parle, il y a des enquêtes que le mené la Kaili pour aider nous joindre quelqu'un qui en a fait ensemble avec le groupe terroriste Sahel? Justement, on retourne un peu dans les archives, nous parlons que c'était l'année dernière. Non, en fait, c'est même pas l'année dernière, c'était en 2023, Ariel Henry était encore Premier ministre. Les États-Unis d'Amérique ont créé un groupe de travail, une task force, multi-agences Lakali, des agents de la DEA, des agents de ATF, Bureau Alcool et Tabac et Armes à Feu, et agents et HSI, et département d'investigation du département de la sécurité intérieure. Ils étaient supposés mettre ensemble, ils ont tout avec US Marshal Service pour qui ont constitué une force pour interdire les armes avec munitions qui sont sorties aux États-Unis et en veux-tu en voilà pour arriver en Haïti. Mais nous voyons que ça semble pas un pile résultat parce que un groupe un leader terroriste qui t'a montré une grosse arme calibre 50. Une arme que Franc-Tireur a utilisée, qui a fait un pile de dégâts et à une distance qui est bien loin. Nous avons tout une arme qui était sortie du sud de la Floride, qui est en République dominicaine, en transit vers Haïti. Nous avons que même soldats, regardez, colonel dominicain, qui a essayé de voyer 900 000 balles là. Donc, si désignation ça fait que les États-Unis deviennent plus vigilants, que ils passent au pain fin à travers des appareils radiographiques, des scanners, tout colis qui vient en Haïti, même genre, chaque valise ou bien sac à main, les vols pour aller aux États-Unis, ils passent au pain fin, un rayon X. Si c'est ça, ça veut dire, pour nous Zambapé de rentrer en Haïti encore, tant mieux. Ça a un aspect positif de ça qu'a fait là. Mais les États-Unis n'ont pas besoin de la priorité. Résolution 2653 de l'ONU, portant régime de sanctions, qui était adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2022. Toute mesure qui prend la interdiction de voyager, gel des avoirs, pas qu'il y ait contact, pas faire aucune transaction avec les gens qui sanctionnent, certainement pas les gangs, embargo contre les armes, contre les gangs, sur les armes, contre les gangs, tout ça, il existait déjà. Donc son coup d'éclat politique qui fait là, qui n'a pas changé rien, si ce n'est que dans le sens du degré, et que le présenter comme quoi un degré d'intérêt beaucoup plus fouillé, mais sur le terrain en Haïti, demain matin, pas plus qu'hier ou que ce matin, violence centrale continuer. Nous va continuer à faire, même l'obéi à faire, ils sont capables même renforcer parce qu'ils ont senti acculé. Donc si les États-Unis prennent une décision comme ça, ils ont supposé font effort quand même, si ils n'ont pas venir là, venir d'Haïti pour résoudre le problème, ils ont dû bailler davantage
n'est-ce pas, d'appui aux forces de sécurité haïtiennes. Cette fois-ci, des équipements que Haïti lui-même lui dit le voulait. Cette fois-ci, des équipements, des blindés, par exemple, adaptés au fait que Haïti, son pays, est montagneux et qui a des côtés et qui est difficile d'accès à véhicules blindés, pas qu'à accéder. Donc, il y a d'autres moyens que les forces de sécurité ont supposé gagner. Donc, si mesure ça ou pas accompagner, enfin, mesure ça, désignation des organisations, des gangs armés, comme des organisations terroristes étrangères, pas accompagnées d'un appui significatif aux forces de sécurité haïtiennes et encore une volonté de la part des dirigeants haïtiens pour aider et résoudre le problème. Parce que n'y a pas doué naïf pour croire que ça veut dire que les États-Unis vont faire un. Il n'y a pas de garder section 219 de la loi relative à l'immigration et la naturalisation aux États-Unis, il y a que pas aucune mesure capable d'accompagner qui va le faire que vous éliminer gang. C'est juste une déclaration politique qui n'a pas de relation avec une velléité ou bien encore une volonté pour neutraliser gang. Encore une fois, c'est aux Haïtiens de résoudre la crise haïtienne. Merci. Bon, nous allons dire malheureusement non, comme nous n'avons pas aucune volonté. Bon. Merci à vous, Maître Pierre-Antoine Louis, de nous avoir éclairé sur ces points. Merci encore. Merci. Voilà donc l'analyse de Maître Pierre-Antoine Louis. Il est expert en relations internationales, ancien diplomate américain. Il est avec nous pour commenter l'actualité. Merci de votre fidélité à Metro News. Un atelier de discussion s'est tenu ce vendredi entre les jeunes professionnels et les membres des différents partis politiques du pays par l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti. Un protocole d'engagement a été paraphé à la suite de cet échange suivant les prescrits de la résolution 2250, mettant l'accent sur la prévention, la participation, la protection et l'intégration des jeunes de la sphère politique. Cette initiative, financée par le Programme des Nations Unies pour le développement, s'étendra dans plusieurs départements du pays, selon le coordonnateur général de l'OCNH, Camille Oxius. Suivez ce reportage signé Rodolphe Fierluy et Claude Désir. C'est une occasion à ne pas rater, estime le coordonnateur général de l'Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti, Camille Oxius, la rencontre qui permet aux jeunes professionnels de discuter face à face avec les acteurs politiques. Chita ensemble et sous question résolution 2250 qui gagne là-dedans 5 piliers, qui gagne prévention, qui gagne protection, qui gagne participation, qui gagne intégration. Donc dans la logique côté nous travaillons pour question de la paix, dans la logique côté nous travaillons pour question de participation jeune et prend question jeune en considération. Plusieurs organisations issues de la classe politique ont pris part à cet échange. Un document administratif sera paraphé à la fin de cette journée, explique Maître Oxius. Il y a un protocole d'engagement qui signé entre jeunes et responsables partis politiques. Et dans le protocole d'engagement, il y a des questions de participation jeunes, il y a des intégrations jeunes. Donc nous pensons que c'est une démarche qui prouve que les gens qui ont plus d'expérience à partager l'expérience avec les jeunes, mais permettre tous les jeunes d'expérimenter. Selon la résolution 2250, qui se repose sur certains piliers essentiels, notamment la prévention, la participation, la protection, l'intégration, entre autres, l'OCNH a organisé cet atelier entre les jeunes et les partis politiques haïtiens, soulignant que cette initiative est financée par le Programme des Nations Unies pour le développement. Pour refermer la première édition de la Coupe Harry Polycar est prévue ce samedi 3 mai 2025. Il s'agit d'une compétition qui met en valeur l'héritage d'Harry Polycar, reconnu pour avoir introduit les danses de salon en Haïti en 1975. Une trentaine de couples de danseurs dans différentes catégories prendra part à cette compétition. Pour en parler, l'excellent danseur Harry Polycar et Rodrigue Fils-Édouard, organisateur de l'événement, sont avec nous sur le plateau. Monsieur Harry Polycar, bonsoir et merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir. Bonsoir, Rose. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, comme je le disais tantôt, la première édition de la Coupe Harry Polycar se tiendra ce 3 mai 2025. Avant même de parler des détails de cet événement, quelle est donc l'inspiration derrière cet événement? J'allais justement dire à tout seigneur, tout honneur. Et ce type-là, il est passé de présentation, c'est M.
Harry Policar, il est celui qui a introduit les danses de salon, le ballroom dancing en Haïti. Et moi-même, je fus un professeur de mathématiques quand j'ai intégré l'école de Harry, mais quand j'ai laissé le pays, si je n'avais pas été l'un de ses élèves, si je n'avais pas été introduit au ballroom, peut-être, je n'aurais pas ce que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est une histoire que je raconte toujours, que Harry a sauvé ma vie, en quelque sorte. Parce que quand je suis rentré aux États-Unis, je ne pouvais pas travailler en ce qui a trait à ma profession, et j'ai utilisé la danse comme cheval de bataille. Donc l'inspiration derrière cet événement, c'est bien l'invité d'honneur que nous avons sur le plateau. Justement, c'est honorer l'héritage que Harry Policar nous a légué. Alors, Monsieur Policar, en tant qu'excellent danseur, qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui? Well, c'est difficile à dire parce que c'est ma vie. Et il est vrai que j'ai commencé un petit peu tard, j'ai commencé à l'âge de 33 ans, mais je me suis mis à 100% et j'étais champion 2 fois de toutes les écoles de danse des États-Unis et du Canada. Et j'ai décidé de revenir au pays pour m'installer et enseigner la danse aux Haïtiens. Parce que j'ai toujours pensé que nous autres Haïtiens, nous avions l'art dans le sang. Et donc, je me suis dit que j'aurais aimé de la même façon. 33 ans, Nicole et moi, c'était ma première femme avec qui j'ai été dans les compétitions, j'ai appris chez Fred Astaire. Et de la même façon qu'en 3 ans, on a pu gagner les championnats, je pense que si, en revenant en Haïti, on pourrait, elle et moi, faire en sorte que tous les pays du monde connaîtraient des Haïtiens, parce qu'à cause de notre art, on allait balayer tous ces Haïtiens-là dans les championnats. Donc c'est pourquoi je suis revenu en Haïti, et ça a été mon rêve, et qui n'est pas tout à fait, et que je n'ai pas réalisé tout à fait, mais cependant, monsieur m'a aidé à réaliser ce que je n'ai pas pu faire moi-même. Nous allons dans quelques instants parler plus amplement de l'événement même. Mais avant, laissez-moi vous demander, notamment pour tous les couples de danseurs qui vont participer à cet événement, quelle est selon vous la qualité essentielle que doit avoir un bon danseur de salon? Bon, je dis toujours que pourvu que quelqu'un puisse marcher, vous devez pouvoir danser. Maintenant, il suffit d'aimer ça et d'être prêt à travailler, à pratiquer. Parce que si vous ne pratiquez pas, vous n'arriverez jamais au sommet. Et je dis toujours que c'est beaucoup plus facile pour les jeunes de commencer tôt parce qu'on a beaucoup plus de temps. Quand on commence, on a des enfants et à ce moment-là, c'est difficile. On n'a pas beaucoup de temps pour ça. Tandis que les jeunes, pendant les grandes vacances, ils peuvent passer 3 mois à danser peut-être près de 6 à 7 heures par jour. Et avec ça, on profite rapidement. Parlant de l'événement qui aura lieu demain, la compétition, combien de couples de danseurs est-ce que vous attendez? Et surtout, cette compétition qui se réalise dans un contexte assez difficile, la crise sécuritaire, mais vous l'organisez quand même. Qu'est-ce que vous espérez de cette édition et combien de couples danseurs espérez-vous avoir? Nous avons environ une trentaine de couples. La compétition sera divisée en plusieurs catégories. Et Pro-Am, c'est un professeur qui danse avec son élève. Et nous avons une catégorie professionnelle. Ce sont des gens qui font de la danse leur profession. Et puis, nous avons des amateurs. Les amateurs sont nombreux. Et aux environs de probablement 22, 23, 24 couples. Et ce qui est intéressant, nous avons
à peu près 6 groupes qui viennent de Mirbalais. Et vous savez que la situation est plutôt précaire à Mirbalais. Et je dois vous dire que je les considère comme des héros. Héros qui sont. Okay, parce que nous avions eu une compétition au Cap Haïtien. Et pendant qu'ils étaient au Cap, la situation à Mirbalais s'est présentée. Ils ne pouvaient pas retourner à Mirbalais. En autobus, je veux dire. En autobus. Donc, ils ont dû prendre l'avion pour se rendre à Port-au-Prince afin de participer à cette compétition. Parce que pour eux, c'est la compétition annuelle, c'est la compétition prestigieuse, c'est la compétition qu'on ne peut pas rater. Parlant de qu'on ne peut pas rater, quels sont donc les critères de participation? Critères de participation, c'est plutôt simple. Vous n'avez qu'à vous inscrire, il vous faut avoir les danses. OK? Nous avons plusieurs catégories de danses. Je fais allusion aux danses latines, cha-cha-cha, rumba, swing, boléro, mambo. Nous avons les danses latines et jive, foxtrot. Et pour ceux qui veulent danser le smooth, okay, les danses de ballroom également. Nous avons toute une pléiade de catégories que si vous voulez participer à la compétition, vous pouvez vous inscrire. Demain, nous aurons le smooth pour WAM, nous aurons les rhythm pour les amateurs et pour les professionnels. Nous avions même essayé d'introduire le compas, mais nous n'avons pas eu assez d'inscriptions pour le compas. Et en ce qui a trait au public, le public qui souhaite participer, comment y participer? OK, le public, c'est plutôt simple. Vous n'avez qu'à vous rendre au Caribé Hotel. Et si vous préférez acheter votre billet avant la compétition qui commence à partir de 1h, ou bien vous pouvez acheter votre billet ce soir même au point de vente. Ayoli, c'est l'un des points de vente. Et puis, on a d'autres endroits en total à Delma 33. Mais le mieux serait que quelqu'un qui voudrait participer vienne demain et aux environs de 12h30 avant que la compétition commence. Au guichet, vous pouvez retirer votre ticket au guichet. Alors, nous allons mettre fin à cette interview. Avant de partir, Monsieur Polycarpe, vous êtes un excellent danseur, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous inspirez également de nombreux jeunes. Quel message est-ce que vous voulez faire passer ce soir pour nos téléspectateurs à Metro News? Bon, je dirais aux téléspectateurs que la danse, c'est toute une vie. Je peux vous dire par exemple que actuellement j'ai 84, je vais bientôt avoir 85 ans et je tiens encore. Donc c'est l'un des avantages de la danse. Ensuite, du point de vue moral, par exemple, c'est aussi quelqu'un qui danse a beaucoup moins de stress que quelqu'un qui ne le fait pas, qui ne la fait pas. Donc je considère que danser, c'est quelque chose d'extraordinaire, autant pour le physique que pour le moral. Donc on a intérêt, tout le monde aurait intérêt vraiment à s'inscrire à une école de danse et participer régulièrement à cette pratique de danse. Aux pratiques de danse. Par exemple, tous les samedis, nous avons une pratique à Ayoli à partir de 5 heures et nous recevons pas mal de jeunes qui viennent danser et des moins jeunes aussi. Donc, ils s'amusent et quand on est là, on n'a pas l'impression qu'on est en Haïti et qu'on subit tous ces problèmes que le pays est confronté aussi. Donc, danser, c'est extraordinaire. Donc, c'est pourquoi le rendez-vous, c'est ce samedi 3 mai 2025 au Caribé Hôtel à compter de 13h pour cette première édition de la Coupe Harry Polycarpe. Merci infiniment à chacun de vous d'avoir été avec nous. Je vous remercie. À nous de vous dire merci. Merci encore. Voilà donc nos deux invités pour cette première édition de la Coupe Harry Polycarpe. Nous avions reçu sur le plateau de Metro News Harry Polycarpe, cet excellent danseur, et également Roderick Fils-Édouard, l'organisateur de cette édition de compétition de danse de salon.
Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce 2 mai 2025. Les gangs continuent de terroriser les habitants de certains quartiers de la capitale, encore ce vendredi. Parallèlement, de l'Artibonite, le gang de Savien poursuit ses offensives successives à Petite-Rivière, exécutant les membres de la population sans pitié aucune. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé ce vendredi que le département d'État des États-Unis a officiellement désigné Vivre Ensemble et Grand Griffe comme organisation terroriste, un durcissement de la position américaine face aux violences en Haïti, selon le chef de la diplomatie américaine. Et puis la première édition de la Coupe Harry Polycar est prévue ce samedi 3 mai 2025. Il s'agit d'une compétition qui met en valeur l'héritage d'Harry Polycar, reconnu pour avoir introduit les danses de salon en Haïti en 1975. C'est sur ces dernières informations que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de Métropole et rendu possible cette édition. C'est le week-end, profitez bien de la vie et surtout, soyez prudents. Bonsoir.